Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence de présentation sur le sud-ouest américain, dans une région qui est à la fois très touristique, très visitée et pourtant pas si connue que cela d'un point de vue culturel et archéologique. Donc j'ai intitulé cette présentation l'Ouest américain, la région des Four Corners, des Anasazi au Navajo, puisque je vais surtout vous parler aujourd'hui, bien sûr, des anciennes cultures amérindiennes qui ont occupé ce territoire et qui continuent de l'occuper encore à l'heure actuelle, puisque eh bien, cette région des États-Unis est celle qui partage avec l'Alaska la plus forte densité de population amérindienne sur le territoire américain. Alors voilà sur une carte ici à quoi correspond en fait cet espace géographique qu'on appelle donc les Four Corners. Alors les Four Corners, c'est en fait le nom a été donné bien sûr par les Américains puisque c'est le seul endroit des États-Unis où 4 États se coupent à angle droit, comme vous le voyez sur la carte. Et nous avons donc l'Utah, le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Et vous voyez la petite ligne rouge en bas qui vous indique donc la frontière avec le territoire du Mexique. Les grandes villes, bien sûr, c'est Salt Lake City, Denver, Phoenix, Albuquerque au Nouveau-Mexique. Et cet endroit du territoire donc concentre à la fois les paysages les plus beaux des États-Unis et aussi un passé culturel parmi les plus riches que l'on connaisse sur ce territoire. Je vous ai mis une petite photo à droite qui vous montre justement les étendues désertiques que l'on trouve dans la partie centrale de ces territoires, qu'on appelle le désert du Grand Bassin, et qui couvre en fait une partie de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, et les plateaux, comme vous le voyez, qu'on appelle aussi des mesas, qui sont donc des plateaux surélevés sur entre 70 et 100 mètres de hauteur. Et ces mesas donc ont été utilisés depuis des époques très anciennes comme support pour construire en fait des villages et des implantations amérindiennes. Quand je vous parle des paysages de cet endroit-là, eh bien, effectivement, ce sont des paysages qui sont tous plus spectaculaires les uns que les autres. On est ici dans le domaine de la démesure, avec un ciel incroyable et des paysages, comme vous voyez ici, le lac Powell en Arizona, qui est un lac artificiel, donc ce n'est pas quelque chose de naturel, mais le contraste de l'eau avec la roche rouge, blanche, ocre que l'on trouve dans ces anciens canyons est absolument superbe. Le parc de Bryce Canyon, qui est un des parcs les plus beaux des États-Unis, qui a été habité aussi par ces anciennes populations qu'on appelait les Paiutes et un petit peu plus tard par des Indiens Pueblo dont je vais vous parler maintenant, ainsi que le canyon de Shea, alors ça s'écrit Shelly mais ça se dit Shea, qui se trouve en Arizona, qui est un des plus beaux canyons également de ce sud-ouest américain et qui va être un lieu particulièrement important pour les Indiens Navajo qui vont en faire un lieu de résidence de certaines de leurs divinités. Et voyez ce pic très fin que vous trouvez au fond du canyon qu'on appelle en fait le rocher de la femme araignée. Alors je n'aurai pas le temps de vous raconter tous les mythes autour de cette femme araignée, mais sachez que c'est donc l'un des emplacements les plus sacrés du territoire Navajo. Alors, ces populations que l'on trouve dans cette région des Four Corners, on les appelle communément les Pueblos. Alors, Pueblo, c'est un nom espagnol. C'est un nom espagnol qui est donné par le premier conquistador qui vient du Mexique, qui s'appelle Francisco Vázquez de Coronado, qui en 1540, avec une petite troupe de soldats et de conquistadors, traverse le nord du Mexique et arrive au territoire actuel du Nouveau-Mexique. Et il va découvrir les villages Zuni, que vous voyez ici à droite. Ces villages Zuni, ça c'est une photo qui date du début du XXe siècle, et vous voyez les constructions qui sont en fait des constructions carrées, superposées les unes sur les autres. On appelle ça des unit house, donc des maisons unitaires. Et on passe de terrasse en terrasse grâce à des échelles que vous voyez accoudées. C'est à peu près en fait cette structure-là que va découvrir Francisco Vázquez de Coronado. Et donc, en fait, ce qu'il découvre, ce sont des villages avec une population concentrée, réunie, qui est une population sédentaire, qui pratique l'agriculture, qui a réussi à optimiser en fait le peu de pluie que l'on peut trouver dans cet endroit-là, mais avec certaines rivières et certaines nappes phréatiques, qui pratiquent l'agriculture. Donc pour lui, eh ben, ce sont des pueblos, ce sont des villages. Et il ne fait pas la différence entre les différentes ethnies, les différentes langues parlées. Pour lui, tous les villages qu'il va traverser appartiennent donc à ce... Il regroupe tout ça en fait sous ce terme de pueblo. Et c'est le terme que l'on continue encore d'utiliser
à l'heure actuelle. Pour vous donner un petit exemple d'implantation telle que Francisco Vázquez de Coronado les a contemplés lorsqu'il est arrivé, eh bien vous avez ici des mesas, donc ces plateaux que je viens de vous montrer, du côté de l'Arizona, des mesas Hopi, les Hopi étant une des nations Pueblo que les Espagnols vont découvrir. Et vous voyez qu'on a exploité justement ces hauts plateaux et on construit dessus ces petits villages, maintenant bon, qui sont construits avec du contreplaqué, de la tôle ondulée, mais à l'époque, tout ça était aménagé en adobe et en bois. Et les Espagnols vont fonder leur capitale à la ville de Santa Fe, qui est actuellement donc une très jolie ville située dans la partie centrale du Nouveau-Mexique. Et ce qui est intéressant dans la ville de Santa Fe, d'abord c'est une ville, je dirais, très européanisée, parce que comme vous le voyez, on a un centre-ville, on peut se balader à pied, il y a de très jolis magasins, beaucoup d'artisanat. Vous avez la cathédrale catholique donc, qui est au fond ici, mais on a des restes de missions, vous voyez la construction ici à droite, de petites missions qui ont été construites par les Espagnols pour évangéliser justement les Indiens. Et en fait, à l'époque, eh bien, on reprend les techniques architecturales du lieu, à savoir l'adobe, le bois, et ça donne en fait une architecture tout à fait typique, tout à fait originale, avec du pisé qui va lisser en fait ces briques d'adobe à l'extérieur, souvent c'est peint aussi. Et vous voyez que les maisons même du centre-ville, eh bien, sont aménagées avec ce style architectural. Donc ça fait de la ville de Santa Fe d'abord un endroit hautement culturel puisqu'il était le poste avancé des Espagnols et de l'évangélisation espagnole, mais surtout parce que l'architecture est une architecture qui se mélange avec les anciennes habitations d'origine. Donc les Espagnols s'installent à Santa Fe, les relations avec les Zunis au début sont plutôt assez cordiales, mais très vite en fait tout ça va se compliquer avec l'évangélisation justement, où les pères franciscains et dominicains vont forcer en fait cette évangélisation, ce qui va amener les Indiens Pueblo à se révolter en 1680. Vous voyez le petit dessin ici qui montre des Espagnols avec une flèche dans le corps. Cette révolte en fait est la seule et unique révolte dans tout le continent américain qui va déboucher sur l'expulsion des Espagnols, chose que les autres communautés indigènes n'ont jamais réussi à faire, ni au Mexique, ni dans les Andes, par exemple. Ça ne va pas durer bien longtemps. Pendant 12 ans, les Espagnols se réfugient à Ciudad Juárez, qui se trouve maintenant au Mexique, mais ils reviendront, reprendront ces territoires et se réinstalleront à nouveau. Si bien qu'au moment de la conquête espagnole, eh bien, on va avoir quelques réaménagements des villages, mais en fait, pas tant que ça si on compare à ce que ça devait être auparavant. Vous voyez ici la carte du Nouveau-Mexique qui vous montre le fleuve Rio Grande qui traverse le territoire, et tous les petits points noirs que vous voyez correspondent aux villages actuels des Indiens Pueblo. Et souvent, ces villages que l'on connaît à l'heure actuelle, eh bien, sont directement les descendants des anciennes implantations, et on trouve là, dans ces villages, des architectures qui se sont préservées, comme je vais vous le montrer maintenant. Et à gauche, vous voyez les villages Hopi, donc les hauts plateaux Hopi, qui, eux, sont un petit peu excentrés, mais qui appartiennent à cette même culture, de même que le village Zuni, qui est près de la frontière entre le Nouveau-Mexique et l'Arizona, et qui abrite encore donc des constructions du début du XXe siècle. Donc ces Indiens Pueblo, ils sont sédentaires, ils pratiquent l'agriculture, ils ont des cultes religieux extrêmement sophistiqués, une structure sociale très élaborée. Mais à partir du XIVe siècle, c'est-à-dire avant l'arrivée des conquistadors, eh bien ces Indiens Pueblo ont dû vivre aux côtés d'une autre ethnie qui va se faire appeler plus tard les Navarros. Vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est une ethnie qui est très connue. Navarro, c'est un nom espagnol. En réalité, eux s'appellent les Dinais, ce qui veut dire dans leur langue natale, qui est encore parlée à l'heure actuelle, les vrais hommes. Donc, mesdames, si vous cherchez où sont les vrais hommes, ils sont là-bas. Et vous voyez ici donc un portrait d'un Indien Navarro et vous pouvez admirer par exemple les colliers, je vais vous en remontrer après, faits en argent, qui vont être un petit peu la marque de fabrique des Indiens Navarro, qui vont devenir à leur tour des cultivateurs, des éleveurs surtout de moutons et également de grands orfèvres qui vont travailler l'argent et la turquoise. Mais les Navarros, à l'origine, ce sont des populations nomades. Ils vont venir se sédentariser au contact des populations pueblo. Ils vont en quelque sorte se mélanger avec les pueblos, prendre de leur part ce qui les intéresse pour vivre sur ce territoire et donc passer du statut de semi-nomade au statut de population sédentaire, devenant de grands éleveurs de moutons. Donc ça, c'est l'état des lieux au moment où les Espagnols arrivent sur ce territoire.
Mais en réalité, quand on se penche un petit peu sur l'ancienneté de ces populations, eh bien, on s'aperçoit que ces populations Pueblo, elles sont présentes en fait depuis 1500 avant Jésus-Christ. Sauf qu'on a une période d'occupation du territoire qui est un peu floue parce qu'on a très peu de matériel archéologique, mais entre 1500 et 100 de notre ère, 100 après Jésus-Christ, donc c'est le moment où ces pueblos vont occuper le territoire. Probablement de façon assez disparate, avec des regroupements de population assez faibles, mais on va trouver à partir de 100 de notre ère des traces de logements, d'habitations un peu particulières qu'on appelle les pit houses ou les maisons fausses que je vous présente ici sur ces diapos, où vous avez en fait une maison qui est creusée, qui est semi-souterraine, sur à peu près 1,50 m, 2 mètres de profondeur. Vous voyez qu'on y aménage en fait des pieux en bois qui vont supporter une charpente également faite de troncs de bois. On recouvre tout ça de terre, de brindilles, de feuilles, et on forme donc un toit extérieur et on rentre dans cette habitation par le toit. Vous voyez l'échelle qui est présentée ici et qui montre qu'on pénétrait à l'intérieur par cette échelle. Donc à l'intérieur de l'habitation, en fait, on est très bien protégé des intempéries. Ça garde la fraîcheur en été, ça garde la chaleur en hiver, et c'est une habitation qui est tout à fait adaptée aux amplitudes thermiques que l'on peut trouver parfois dans le désert ou sur les hauts plateaux qui peuvent être assez fortes. Voilà ce que ça donne à l'heure actuelle lorsqu'on observe les empreintes de ces maisons fausses, notamment sur le site de Mesa Verde où on en a tout un exemple. On trouve les restes d'implantation des pieux en bois et on va trouver aussi, vous voyez, le foyer au milieu que j'ai indiqué ici sur la diapositive, le défecteur qui est en fait une pierre qui va servir à diffuser, à répartir en fait l'air à l'intérieur de la pièce, et un petit trou très particulier que je vous ai montré ici au milieu, dans l'axe du défecteur du foyer, eh bien on l'appelle le sipapou. Et le sipapou, c'est un petit trou qui connecte le monde terrestre avec l'inframonde, le monde souterrain. Donc on est devant quelque chose d'éminemment religieux, d'éminemment mythologique, et c'est par ce petit trou que les divinités pénètrent dans le monde terrestre. Donc ça indique donc bien que ces pit houses, à l'origine, sont des maisons pour héberger les gens, mais vont devenir par la suite, comme vous allez le voir, des habitations à caractère religieuse. On va trouver aussi beaucoup de pierres à moudre, qui est un bon exemple de l'activité agricole, puisque la culture principale, bien, c'est le maïs. Et donc ce maïs, eh bien, on va le moudre sur ce type de pierre pour le mélanger avec de l'eau et obtenir des pâtes pour faire des galettes. Et on va trouver aussi des restes de vannerie. La production de vannerie est très importante pour ces premiers habitants, qu'on appelle en fait les basket makers, c'est-à-dire les fabricants de vannerie, les producteurs de vannerie. Et voyez, je vous ai mis le numéro 3 parce qu'en fait, on a la période 1, 2, 3 des basket makers, où on voit une évolution dans l'art de la vannerie. Ces vanneries étaient tellement bien réalisées qu'on pouvait mettre de l'eau à l'intérieur et elle ne filtrait pas à travers la paroi. Donc, ce qui veut dire qu'on pouvait mettre des pierres chauffées à blanc dans l'eau, faire bouillir l'eau et faire cuire les aliments dans ce type de production. Et à l'époque, du coup, eh bien, on ne connaît pas la céramique. La céramique viendra un peu plus tard. Donc voilà la chronologie que je vous montre ici, où vous avez donc l'époque basket makers, de 100 de notre ère jusque vers 500, 700 de notre ère. Et ensuite, à partir de 700, arrive la période que les archéologues ont qualifiée de Pueblo, reprenant ainsi la terminologie des Espagnols, pour montrer l'évolution de la sédentarisation de ces villes à partir de 700 de notre ère. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 correspondant à la période actuelle. Mais en réalité, sur ce territoire des Four Corners, eh bien, vont se concentrer 3 grandes cultures. En rouge, vous le voyez ici, la culture Anasazi, qui est la plus importante, dont je vais vous parler maintenant. En bleu, la culture Hohokam, qui va se concentrer essentiellement dans la région de Phoenix, en Arizona. Et en vert, la culture mongolon, qui est une culture encore assez peu connue, assez peu travaillée par les Espagnols. Le village des Hohokam, dans la région de Phoenix, ressemblait à ce petit schéma que je vous présente ici, à savoir des maisons en dur, donc en briques d'adobe, avec différents étages, des échelles qui, vous le voyez, servent à accéder aux terrasses. Et en fait, ces maisons, tout comme les pit houses, eh bien, on pénétrait à l'intérieur par le toit.
Et les terrasses servaient en fait à faire sécher le maïs, à installer des métiers à tisser pour pratiquer le tissage, pour travailler également la céramique. Bref, la vie se fait sur les terrasses à l'extérieur. Mais les Hohokam, vous le voyez sur cette photo, sont en fait des grands agriculteurs. Et vous voyez qu'on a des champs de culture à l'extérieur parce que les Hohokam vont exceller dans l'art de l'irrigation. Tout autour de la ville de Phoenix, on a 240 km de canaux d'irrigation dont on a retrouvé les traces qui ont permis en fait de gagner sur le désert et d'exploiter beaucoup plus de lieux que ce que l'on connaît en fait à l'heure actuelle. On est dans un climat très très sec et grâce au fleuve Colorado et quelques-uns de ses affluents, eh bien, les Hohokam vont aménager des canaux d'irrigation, de déviation, qui vont leur permettre, regardez, de cultiver toutes sortes de légumes, de végétaux, et de faire un commerce, justement, avec les autres populations de cette production agricole. La particularité des Hohokam aussi, c'est qu'on a retrouvé à proximité de ces centres de vie des terrains de jeux de balles. Alors pour ceux qui sont allés au Mexique, ça va peut-être vous rappeler quelques petites choses, à savoir des sortes de jeux de pelote, une balle qu'on se renvoie avec le coude, les épaules et les hanches, qui étaient très prisées en Mésoamérique. Et il semblerait que les Hohokam aient un petit peu aient été influencés par cette tradition mésoaméricaine parce que ces terrains de jeux de balles ne sont pas constitués comme en Mésoamérique. Vous le voyez ici, ils sont plus circulaires, mais on pense que la règle était la même. Et les balles en latex, on les a retrouvées. Donc ça voulait dire que ces balles, en fait, elles venaient de Mésoamérique parce que le latex, on n'en trouve pas dans ces régions. Mais quelle était la signification, quels étaient les rituels autour de ce jeu de balles, ça reste encore quelque chose d'assez énigmatique. Quant à leur céramique, elle est une très belle qualité. On a une céramique beaucoup de motifs géométriques, de motifs stylisés, des animaux. Et Hohokam, en fait, veut dire, dans la langue actuelle des Indiens Hohodam, qui vivent toujours sur ce territoire, ceux qui ont disparu. Donc, bien sûr, ce n'est pas un terme d'origine, mais c'est un terme qui a été puisé dans le vocable de ces Indiens Hohodam, qui constituent encore à l'heure actuelle une petite communauté dans la région de Phoenix. Les Indiens mongolons, eux, c'est une culture, comme je vous ai dit, qui est encore très mal connue, et on en connaît surtout une sous-culture qui s'appelle les Mimbres, qui se sont développées entre 1000 et 1130 de notre ère, donc qui est beaucoup plus tardive, mais contemporaine des Anasazi. Regardez les très jolies céramiques que l'on a, qui sont beaucoup plus figuratives, qui représente ici une sorte de petit daim, des personnages anthropomorphes. Et vous allez constater que la céramique, elle a un trou au milieu. Ça veut dire qu'en fait, ces céramiques étaient désacralisées au moment où on va les déposer en contexte funéraire et qu'elles étaient posées sur la tête des défunts. Voilà une autre pièce ici qui nous montre un rituel assez intéressant, peut-être une scène de sacrifice humain, puisque vous voyez le corps du personnage allongé et deux hommes qui se penchent sur lui, qui n'ont pas l'air très bienveillants, et un autre en haut qui porte une sorte d'arcs et de flèches devant lui. Donc ces Mimbres, ils ont occupé ce territoire désertique, mais aussi parfois très rigoureux en hiver, qui correspond au sud du Nouveau-Mexique. Mais la culture la plus représentée, qui nous donne le plus d'informations sur ces anciens habitants, eh bien, c'est la culture Anasazi. Et il se trouve que cette culture Anasazi, eh bien, elle a un site qui est un site, le site le plus important, celui qui va héberger le plus de monde, qui s'appelle Chaco Canyon. Malheureusement, Chaco Canyon est un site qu'on ne peut pas visiter trop facilement à l'heure actuelle parce qu'il n'est accessible qu'à travers une piste et les bus de tourisme ne se risquent pas sur cette piste. Mais il y a d'autres emplacements que l'on peut visiter et qui sont très intéressants, dont je vais vous parler maintenant. Mais voilà une photo de Chaco Canyon. Chaco Canyon, c'est une ville à part entière, comme vous pouvez le constater, avec des habitations qui reproduisent les mêmes schémas que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, à savoir des unit houses, des maisons qui pouvaient être superposées sur 3 étages avec des places principales. Et on voit qu'ici, la place est coupée en deux moitiés. Et on a également des habitations circulaires, regardez, qui sont semi-souterraines, dont je vais vous reparler. Voilà à l'heure actuelle une autre vue de Chaco Canyon, parce que maintenant ce sont bien sûr des ruines. Mais Chaco Canyon a ici, en fait, cette vue de Chaco Canyon, c'est la vue d'un
des sites de Chaco Canyon qu'on appelle Pueblo Bonito, qui est constitué de 9 grandes maisons. Et dans ces 9 grandes maisons, on a 650 pièces au total pour une population qui devait tourner autour de 6000 personnes, ce qui pour l'époque est vraiment quelque chose de très important. Quand on pénètre à l'intérieur des constructions, bien voilà ce que l'on a. On a en fait des petites pierres en grès très fines, laminées, qui ont été posées comme une. Parfois on a du mortier, parfois on n'en a pas. On a des ouvertures et vous voyez que ces pièces se suivent les unes derrière les autres. Ça donne une espèce de continuité comme un corridor. Et on a ici des poutres intérieures qui en fait étaient censées supporter le toit et donc le sol de l'étage suivant. Donc, d'où les 3 étages dont je viens de vous parler. Et ces unit houses, en fait, eh bien, sont les ancêtres des maisons que vont voir les Espagnols, par exemple, chez les Zunis. C'est exactement la même structure. Donc, voilà une petite image qui vous montre Pueblo Bonito avec ses différentes constructions et le petit schéma en bas qui vous montre également on a l'impression d'être dans un HLM en fait, hein, avec des pièces superposées les unes sur les autres et cette maison circulaire que vous voyez là qu'on appelle une kiva. Et les kivas, eh bien, ce sont les descendants des pit houses. Ce sont des maisons semi-souterraines dans lesquelles on pénètre par le toit, donc on a par une échelle, qui sont donc fermées. Et là, vous voyez les restes de ces kivas qui sont incorporés à l'architecture, notamment à Pueblo Bonito. Sauf que ces kivas, elles sont éminemment cérémonielles. Ce ne sont plus des habitations résidentielles comme les pit houses du début. Elles sont devenues en quelque sorte des lieux sacrés dans lesquels les Indiens se réunissent pour pratiquer des danses, pour faire quelques festins, pour évoquer la figure des divinités. Et donc, ces kivas sont complètement intégrés à l'architecture. Parfois, on a des grandes kivas, comme vous voyez ici, qui ont jusqu'à 20-22 mètres de diamètre. Là, en général, c'est plus entre 6 et 8 mètres. Et voilà une grande kiva que l'on visite, un site que l'on visite lorsque l'on va dans cette région qui s'appelle Aztec Monument. Ça n'a rien à voir avec les Aztèques, hein, c'est un nom purement inventé, mais vous voyez en arrière-plan les constructions et cette immense kiva qui en fait a été reconstituée par les archéologues et on a remis la charpente en bois, on a réaménagé l'intérieur. Vous voyez qu'il y a un foyer carré à l'intérieur et les 2 rectangles creusés dans le sol que vous voyez de part et d'autre, ce sont des tambours à pied, c'est-à-dire que on recouvrait ça avec des pots et on marchait dessus et on faisait du bruit. Donc ça veut dire qu'il y avait de la musique. Il y avait des danses et il y avait des cérémonies qui avaient lieu à l'intérieur de cette kiva. Et en haut, vous voyez l'entrée qui était donc le passage par lequel on accédait dans la kiva avec l'échelle. Donc, les ruines d'Aztec Monument sont contemporaines de celles de Chaco. Chaco Canyon va avoir en fait une apogée vers à peu près 1100 de notre ère. Et ensuite, le site petit à petit va être abandonné au profit d'autres sites périphériques, comme on le voit ici, Aztec Monument, qui est contemporain de Chaco, mais qui va se développer plus longtemps après et qui entretient d'étroites relations avec Chaco. En fait, sur tout ce territoire, on a tout un réseau de sites cérémoniels, de petites cités qui sont aménagées, qui entretiennent des relations les uns avec les autres et tout un réseau commercial extrêmement sophistiqué. Voilà quelques photos ici encore des pans de murs donc d'Aztec Monument. Et un autre site par exemple qui s'appelle Salmon Ruins, qu'on visite aussi, qui est juste à côté d'Aztec Monument. Et là on se rend compte qu'en fait, eh bien, toutes ces cités avaient des particularités de production locale. Par exemple, à Salmon Ruins, on va trouver beaucoup de production de métaté, c'est-à-dire de pierres à moudre pour le maïs. Et les gens de Salmon échangeaient ces pierres à moudre contre d'autres éléments, notamment par exemple de la turquoise, que l'on va retrouver en très grande quantité à Chaco Canyon. Les kivas, regardez ici une photo d'une kiva, donc qui a perdu son toit bien sûr, mais on a ici les poteaux qui sont intégrés pardon, excusez-moi, qui sont intégrés dans la structure et qui étaient les piliers qui servaient justement à soutenir le toit. Et parfois, on a d'autres sites, comme un très joli site très peu connu qui s'appelle Bandelier Park, qui est situé au Nouveau-Mexique, où on a cette fois-ci un mode d'habitat qui est troglodyte, c'est-à-dire que les Anasazi ont profité d'une falaise
en grès et en calcaire pour creuser à l'intérieur des habitations et s'installer directement dans les pans de murs. Donc ça, c'est assez rare chez les Anasazi, mais le site de Bandelier nous montre que les Anasazi avaient effectivement développé tout un système en fonction des lieux qui leur étaient présentés. Et voilà un petit schéma ici qui vous montre justement les liens commerciaux entre les différentes cités. Et en fait, on a mis en évidence des axes de transport, des voies. Alors, on n'a pas de véhicules à l'époque, on n'a pas de chevaux, on n'a pas de charrette, on n'a rien. Mais par contre, ce que l'on transporte jusqu'à Chaco Canyon, qui est situé au milieu de cette carte, eh bien, ce sont des troncs de bois, des pins ponderosa qui sont parfois coupés à plusieurs dizaines de kilomètres, parfois même, oui, enfin, presque 100 kilomètres de là, et qui sont ensuite ramenés à Chaco Canyon pour faire la structure centrale des kivas. Et on a mis en évidence 60 000 troncs de bois qui ont été amenés jusqu'à Chaco Canyon. Mais ces voies d'accès permettaient aussi à des gens de circuler et d'échanger des produits. Et vous voyez que tout ça descend jusqu'au Mexique, parce qu'on sait que les Anasazi ont entretenu des relations très étroites avec le nord du Mexique et probablement la Mésoamérique, puisqu'on a retrouvé des choses venant de Mésoamérique. Mais eux exportaient, regardez, de la turquoise. La turquoise, elle est située en Arizona, dans le sud du Colorado, au Nouveau-Mexique. Les mines existent toujours à l'heure actuelle. Et à Chaco Canyon, on a retrouvé 500 000 morceaux de turquoise présents sur le site et une très jolie pièce ici composée de 1214 pièces de turquoise. Donc, c'est un très joli panier recouvert de ces turquoises. Et la turquoise, c'était la richesse de Chaco Canyon. Et c'est probablement ça que les gens de Mésoamérique venaient chercher. Et on a ici un morceau, un fragment de ceinture composé de plumes de perroquet. Alors ça, c'est pareil, les perroquets, ben, ça n'existe pas sur le territoire anasazi, ça vient de Mésoamérique. Et on a même retrouvé le squelette d'un perroquet qui avait moins d'1 an. Donc, s'il avait moins d'1 an, il était venu quand même très vite, ce bébé perroquet, jusque sur le territoire anasazi. Et il a été momifié, en quelque sorte, desséché plutôt que momifié, mais desséché par le désert et déposé en contexte funéraire. Donc, ces plumes de perroquet, pour les gens de l'époque, eh bien, c'était une richesse. C'était un bien exceptionnel qu'ils obtenaient à travers les échanges commerciaux. Mais c'est la céramique qui est surtout l'aspect artisanal le plus développé chez les Anasazi. La céramique Anasazi, elle est très facilement reconnaissable. Elle est blanche-noire. Des fois, elle donne plutôt, la mélange des deux donne des grisés, comme vous le voyez sur la photo. On a beaucoup de motifs géométriques. On a des cuillères, on a des pots, des cruches, des petites tasses. Ça a presque un air un peu occidental, un peu européen dans le design, mais la couleur est toujours la même, blanc et noir, avec des hachures et des grisés. Donc une céramique qui n'est pas d'une super grande qualité par rapport à ce qu'on peut trouver en Mésoamérique, mais qui est quand même non plus pas négligeable. Mais beaucoup de cette céramique était utilitaire et était ensuite déposée dans des contextes funéraires une fois le défunt enterré. À partir de 1130, la cité de Chaco Canyon décline, certains autres sites récupèrent le mode de développement, et tout au nord d'un parc qui est alors très touristique, mais la culture est assez peu connue, qui s'appelle Mesa Verde, va héberger une population anasazi qui, à partir de 1130, en fait, quitte les hauts plateaux et vient s'installer dans les anfractuosités de la roche. Ce ne sont pas des habitations troglodytes, ce sont des habitations qui sont construites dans les abris sous roche, qui reposent sur le toit et le sol de l'abri sous roche, mais sont des habitations construites de toutes pièces, pas comme à Bandelier où on avait creusé dans la roche. Et vous le voyez ici, on a tout un ensemble de ces habitations sur 1 ou 2 étages avec des kivas. Vous voyez ici la photo du bas qui vous montre des kivas qui ont été reconstitués, donc on les a fermés et on a l'échelle qui permet d'y accéder. Et l'un des sites les plus importants qui s'appelle Cliff House, dont vous avez la photo en haut et qui a probablement hébergé jusqu'à 250 personnes. Mais on s'interroge beaucoup sur la raison pour laquelle les Anasazi ont utilisé les anfractuosités du canyon. Parce que d'abord, pour y accéder, c'est compliqué. Pour faire l'agriculture, c'est pas facile non plus, parce qu'après, il faut continuer à descendre au fond du canyon pour trouver les terrains de culture. Est-ce qu'ils ont eu peur d'attaque? Est-ce qu'ils ont voulu se protéger d'un mal quelconque? On ne sait pas exactement. Mais à partir de 1300, ce site sera abandonné et les Indiens vont partir, vont abandonner toute cette partie des Four Corners pour venir s'installer le long du Rio Grande et former donc
les pueblos dont je vous ai parlé au départ. Et voilà une photo ici de Spruce Tree House, qui est un autre site que l'on visite lorsque l'on va à Mesa Verde. Vous voyez, la kiva ici n'a pas été fermée. On voit comment les kivas étaient incorporés en fait à la structure habitationnelle. Mais du coup, là, on avait une centaine de personnes qui habitaient probablement cet endroit, mais pas beaucoup de place, hein. L'intérieur des maisons, c'est tout petit. Les places extérieures sont très étroites. Donc tout ça est un petit peu quand même ramassé, posé comme ça à l'intérieur du canyon, mais sans beaucoup d'espace pour pouvoir y vivre. Quant à la céramique à Mesa Verde, eh bien, elle est aussi toujours, elle répond à cette codification noir et blanc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez les cruches, les pots, les cuillères qu'on va retrouver de la même façon. Une fois cette migration de la part des Anasazi réalisée, eh bien, en fait, tous ces sites sont abandonnés, donc vers 1300 de notre ère, et c'est là où on va voir apparaître le long du Rio Grande, ce qui donnera naissance au village que les Indiens vont découvrir. Donc, les Anasazi sont vraiment les ancêtres des Indiens Pueblo. Alors, ce qui est assez surprenant, d'ailleurs, c'est que le terme Anasazi, c'est un terme navarro qui veut dire les anciens ennemis. Donc, ils ne s'appelaient pas les Anasazi, bien sûr. Ce sont les Navarros qui, lorsqu'ils vont arriver au XIVe siècle et qui se mélangent avec les populations pueblo, désignent ces populations pueblo comme les anciens ennemis. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu des relations un peu tendues, forcément, mais en même temps, les Navarros nous prouvent bien que les Anasazi et les pueblos, eh bien, c'est la même continuité culturelle. Et donc, dans la région de Santa Fe, enfin la région entre Albuquerque et Santa Fe, on a trouvé un lieu d'implantation qui s'appelle Kaoa et dans lequel on a retrouvé des kivas qui datent donc du début du XIVe siècle, où on a des peintures murales, regardez, de très bonne qualité, qui nous montrent des personnages, des animaux, plein de motifs qui évoquent la pluie, qui évoquent l'eau, qui évoquent les montagnes, et qui mettent en évidence eh bien, toute la sacralisation des différentes composantes de l'environnement qui vont faire partie de la religion et des rites associés donc aux Indiens Pueblo. Donc ces magnifiques peintures sont préservées dans un petit musée que l'on visite là-bas et qui permet de mieux comprendre l'association entre les Anasazi, les Pueblo et les Indiens actuels. Les Hopi, par exemple, au petit village d'Orabi en Arizona, voilà une photo qui date du début du XXe siècle, sont les héritiers aussi de cette tradition. Sauf que les Indiens Hopi ne sont pas très, on va dire, très accueillants. Ils n'aiment pas trop voir des touristes débarquer chez eux. Les habitations telles que je vous les montre là maintenant ont un peu disparu. C'est des habitations comme je vous ai dit tout à l'heure, en contreplaqué et en tôle ondulée. Et les Indiens Hopi sont assez réfractaires au monde extérieur. Par contre, au Nouveau-Mexique, on a d'autres villages, dont celui de Taos, qui est l'un des rares villages à avoir préservé complètement son architecture d'origine Anasazi Pueblo. Vous voyez ici les unit house, donc superposés, et on a simplement aménagé au XXe siècle des portes et des fenêtres, ce qui n'existait pas à l'époque, mais sinon la structure même de la construction n'a pas changé. Donc Taos c'est un endroit assez extraordinaire à visiter parce qu'il n'y a que là qu'on peut vraiment retrouver cette architecture d'origine et comprendre comment cela fonctionnait. Quant à l'église forcément catholique espagnole de l'époque, eh bien, elle a aussi été aménagée avec le matériel local et elle est très jolie, c'est une très jolie petite église faite en adobe avec un petit balcon de bois à l'extérieur. Mais parfois, dans certains autres lieux comme Saint-Javier-du-Bac à côté de Phoenix, on a les églises dominicaines ou franciscaines, ça dépend de l'ordre religieux, mais qui sont plus européennes, on va dire, mais plus récentes. Celle-là date du 18e. Et vous voyez que l'on a des colonnes, une façade. Bon, elle est beaucoup plus aménagée, mais ça montre qu'à l'époque, eh bien, les ordres mendiants vont construire des missions un petit peu partout sur le territoire, avec donc pour objectif d'évangéliser ces populations. Mais ça ne va pas empêcher non plus les Indiens Pueblo de continuer à pratiquer leur rite anciens et de continuer à croire dans leur divinité.
parce qu'on a encore les kivas. Regardez, ça c'est une photo d'un village pueblo actuel. La kiva n'est plus vraiment souterraine, elle est construite sur le sol, mais on y pénètre toujours par la partie centrale et elle est réservée à l'élite religieuse, c'est-à-dire que nous, étrangers, on n'a pas le droit d'y pénétrer et même certaines personnes de la population ne sont pas autorisées à rentrer dans cette kiva, qui est un lieu éminemment sacré. Et donc chaque village pueblo, eh bien, à l'heure actuelle, est spécialisé à un type de céramique particulier, est spécialisé dans des activités particulières. Par exemple, on va trouver la production de textiles chez Léopi, on aura Taos va se spécialiser dans le cuir et dans le travail des peaux. On a d'autres pièces où on aura de très jolies céramiques, comme vous le voyez ici, et chaque village va échanger de cette façon-là avec les autres. Et ça date du début du 14e et ça se fait encore à l'heure actuelle. Les céramiques sont très jolies. Voilà une céramique ici d'une tradition Hopi avec des motifs géométriques, mais qui représente un petit perroquet. Et puis celle d'Acoma, qui est un autre village pueblo qui a une réputation en fait d'avoir les céramiques les plus belles, les plus élaborées, les plus fines. À savoir que sur le marché de l'art américain à l'heure actuelle, ça coûte une petite fortune. Ce sont des pièces uniques qui sont vendues plusieurs dizaines de milliers de dollars. Quant aux populations actuelles, voilà une autre photo prise au début du 20e. Chez les Hopis, par exemple, on a une coiffe de cheveux particulière, regardez, qu'on appelle la coiffe en papillon. Ce sont les jeunes filles qui portent ce type de coiffe. Et vous voyez que le costume aussi est fait en laine de mouton. En réalité, c'est donc un matériel qui va être amené par les Espagnols. Avant eux, on avait du coton, mais la laine de mouton sera très utilisée à partir du moment de la colonisation. À l'heure actuelle, les filles Hopi, elles sont plus du tout habillées comme ça, elles ont quitté cette coiffe. On n'utilise cette coiffe que pour les mariages, que pour les moments vraiment très importants de la vie cérémonielle Hopi. Par contre, à partir donc du XIVe siècle, ce qui va probablement fédérer toutes ces populations les unes avec les autres, c'est la pratique des rituels kachina. Les kachinas, ce sont des divinités qui sont censées faire l'intermédiaire entre la population et les divinités qui résident dans le ciel. Et ces kachinas vont en fait représenter tous les éléments sacrés de l'environnement. On a des centaines de kachinas, que ce soit chez les Hopis, chez les Zuni ou chez les autres communautés pueblo. Et voilà, je vous en ai mis ici un petit exemple. Ces kachinas, à l'origine, sont sculptés dans un seul bloc de bois et ensuite peinte et décorée avec des plumes, avec des vêtements. Vous voyez ici celle de gauche qui porte une petite jupette, une petite tunique, avec des masques également. Mais on recrée en fait, on va ritualiser la présence des kachinas à travers des déguisements qui vont être portés par des hommes de la communauté qui vont se réunir à un moment donné, qui vont danser tous en même temps pour célébrer telle ou telle fête. Et ces kachinas, donc, à chaque fois que la personne se déguise en kachina, elle ne se déguise pas, elle prend l'essence même de la kachina. Elle devient elle-même un intermédiaire avec les dieux. Donc, ce qui veut dire que les danses kachina sont des danses très vénérées, très respectées par les Indiens, puisque c'est plus l'Indien déguisé qu'on a en face de soi, mais c'est le kachina, c'est l'esprit du kachina. Donc à droite, vous en avez une petite poupée qui représente une kachina loup, donc avec un masque de loup. L'autre représente une divinité Zuni, les Chalacos, ce sont des divinités qui sont représentées souvent dans les danses par des danseurs qui sont montés sur des échasses, donc elles sont très hautes. Et ces kachinas, voilà un danseur kachina dans le monde Hopi. Vous voyez, le danseur porte le masque des kachinas, il a des peintures corporelles, il a des tas de décorations sur le corps. Et donc ces danses, avant, elles étaient accessibles, on pouvait les voir quand on était étranger, mais maintenant c'est fermé, c'est interdit, on n'a plus le droit d'accéder à ce type de danse. Et en voilà une, par exemple, qui est celle des serpents, qui est très connue chez les Hopis, où vous voyez le monsieur devant qui tient un serpent dans ses mains, et donc c'est très spectaculaire parce que les danseurs approchent la gueule du serpent de leur bouche, ils se mettent autour du cou, ils se les passent les uns aux autres, enfin, c'est assez impressionnant. Le serpent est lié à la reproduction de la végétation, à la mue, et donc il est au cœur des rituels, notamment au printemps, lorsque la végétation reprend. Ces poupées kachina d'origine sur le marché valent très cher.
parce que les Indiens se sont rendus compte que c'était aussi une façon de se faire de l'argent, donc ils les vendent, mais elles ont été désacralisées, elles ont perdu leur esprit d'origine. Et à côté de cela, on fait des copies avec un bois moins précieux et surtout des petites choses beaucoup plus stylisées. Et voilà ce que ça donne, c'est les kachinas qu'on peut trouver dans les magasins de souvenirs à l'heure actuelle, mais qui sont très jolis aussi, qui sont très colorés et qui ressemblent pas tout à fait exactement au vrai kachina, parce qu'il y a toujours des petits détails qui sont différents, parce qu'on ne veut pas exactement représenter de la même façon ce qu'on vend aux touristes que ce qu'on utilise au sein de sa société, mais vous voyez qu'on a des petits exemples qui sont tout à fait agréables et tout à fait très jolis et que l'on peut se procurer dans les magasins. Donc des kachinas, en fait, chaque communauté en réinvente tout le temps. Il y en a des nouvelles qui sortent à chaque fois. Le musée de Phoenix, le musée d'art de Phoenix en expose toute une collection absolument incroyable et elles sont très créatives. Les artistes vraiment ont toujours un esprit très créatif vis-à-vis de ces kachinas, avec entre les couleurs, les formes, les vêtements. Enfin, il y a une créativité absolument fabuleuse. Voilà ici une habitation traditionnelle Navarro. Donc, comme je vous ai dit, les Navarros, on les trouve donc présents en Arizona, au Nouveau-Mexique et en Utah. Les Navarros arrivent au XIVe siècle et en fait, il s'agit d'une population donc, qui n'est pas originaire, contrairement aux autres, aux Anasazi et aux Pueblos, qui n'ont pas originaire de cette région. Les Navarros viennent du Canada. Et ils ont migré suite, alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais probablement une catastrophe naturelle qui a eu lieu dans le nord du Canada. Et on sait que des groupes de gens vont migrer, certains vont s'installer en Californie, d'autres vont continuer à descendre et arriver jusqu'en Arizona et vont venir se mélanger à ces groupes pueblos, comme je vous disais tout à l'heure. Et ils vont tout prendre en fait des pueblos, leurs croyances, leur mythologie, leurs rituels, jusqu'à leur construction, regardez, qu'on appelle le hogan, qui est la construction traditionnelle navarro, qui est en fait une sorte de kiva, mais non pas dans le sol, mais sur le sol. Et à l'origine, on y pénétrait aussi par la partie supérieure. Maintenant, on a des portes d'entrée, comme vous le voyez ici. Et le hogan est constitué de 250 morceaux de bois qui sont empilés et structurés les uns sur les autres. Le tout est recouvert de pisé et de terre. Et à l'intérieur, donc, c'est circulaire. Mais inutile de vous dire que les Navarros ne vivent plus dans ce type d'habitation qui, à l'heure actuelle, sont réservées aux rituels et aux cérémonies religieuses, mais ils vivent à l'intérieur de maisons de trailers en contreplaqué et en bois. Par contre, les Navarros, lorsqu'ils décident de s'installer sur ce territoire, ils vont vraiment se mettre en symbiose avec ce territoire. Ils vont se mélanger avec les Indiens Pueblos, surtout lorsqu'au moment de la colonisation, des villages comme un village qui s'appelait Remeis, pour échapper aux exactions des Espagnols, envoient les femmes se réfugier chez les Navarros qui, eux, habitaient au fin fond des canyons, dans des endroits très reculés, et pour les mettre à l'abri, ils les envoient chez les Navarros. Du coup, les femmes Remes vont s'installer auprès des Navarros, certaines vont se marier avec des hommes Navarros, vont fonder des familles, et elles amènent avec elles leurs croyances, leurs traditions, leurs technologies, et donc c'est de cette façon-là que les Navarros vont être influencés par les Indiens Pueblos, et quelques temps plus tard, alors que les Espagnols occupent ce territoire, les Navarros vont aller copier la technique de travail de l'argent et la métallurgie, de même le fait de ferrer les chevaux. Et certains Navarros vont devenir d'excellents artistes qui vont travailler l'argent et la turquoise. Et vous voyez, la tradition a perduré jusqu'à présent, puisque vous voyez ici ces femmes qui ont des magnifiques colliers en argent et en turquoise. Regardez celle en bas à gauche. On appelle ça le najar, c'est une forme un peu en fer à cheval avec des représentations de graines de courge et tout ce support en argent donc est décoré avec des incrustations de turquoise. Ça aussi sur le marché, ça vaut une fortune. Ce sont des bijoux qui se passent de mère en fille dans toutes les familles et que les Navarros exhibent le jour par exemple, d'une graduation à l'école pour les jeunes filles ou les jeunes garçons. Les femmes mettent leurs beaux bijoux pour un mariage, pour une célébration particulière. On va s'habiller de cette façon-là. Les vêtements qu'ils portent, qui sont des vêtements en velours, ne sont pas d'origine non plus. Le velours est amené par les Espagnols. On peut dire que ce n'est pas toujours vraiment commode parce que l'hiver, ok, ça protège du froid, mais l'été, c'est quand même un petit peu chaud.
Et les Navajos donc vont s'approprier ce territoire et notamment ce fameux canyon de Che que je vous ai montré en introduction, qui est un des canyons les plus beaux du sud-ouest américain, dont ils vont faire la demeure de certaines de leurs divinités. La mythologie Navajo est très très riche, on la connaît très bien parce que les gens sont toujours là pour nous la raconter. La langue Navajo est toujours parlée par 250 000 personnes, donc ce n'est pas du tout une culture qui disparaît, au contraire, c'est une culture qui est très active. Et leur mythologie, eh bien, quand on la décrypte un petit peu, on se rend compte qu'on est très près en fait des anciens mythes pueblo et des croyances pueblo, mais réaménagés par les Navajos. Et voilà ici donc la photo de rocher de la femme araignée, qui est en fait la femme qui préside à l'art du textile. Et cette femme araignée a enseigné aux femmes Navarro l'art du textile, mais elle est aussi celle qui préside à l'éducation des enfants. Et on dit que si les enfants ne sont pas sages et n'obéissent pas à leurs parents, eh bien la femme araignée va les abandonner tout en haut de la petite, de ce rocher au milieu du canyon, et que la partie blanche, eh bien, ce sont les os des anciens enfants qui ont été abandonnés en haut de ce rocher. Pas très sympathique, n'est-ce pas? Mais c'est un peu l'équivalent de notre ogre chez nous qui viendrait manger les enfants récalcitrants. Et une autre particularité des Indiens Navarros, c'est qu'ils vont développer toute une technique de représentation de leur cosmologie, de leur divinité, de leur rite, de leur croyance mythologique à travers les peintures sur sable. Vous voyez à gauche ici un chaman navarro qui est en train d'utiliser en fait du sable coloré qu'ils tiennent simplement dans la main entre le pouce et l'index et qu'ils vont faire couler très doucement, très finement pour faire des motifs. Donc vous voyez ici la représentation. À l'origine, ces peintures sur sable sont faites dans les Hoganes et elle représente en fait la cosmologie et l'univers sacré des Navajos. Et c'est une peinture éphémère, puisqu'en fait, on va les utiliser pour des rituels de guérison. Les gens qui sont malades viennent dans le Hogan, s'assoient sur ces peintures sur sable, et on va prendre des pans de la peinture qu'on leur met sur le corps, ils sont censés s'approprier l'énergie de cette peinture, donc on détruit en quelque sorte la peinture. Voilà une très jolie peinture à droite ici qui vous représente plusieurs divinités Navarro. Regardez, les couleurs sont absolument splendides. Et une recréation, ça c'est un tableau en fait, d'une représentation, de la réalisation d'une peinture sur sable à l'intérieur du Hogan. Vous avez une divinité avec son masque qui est représenté et le chaman à côté qui est en train donc de réaliser cette peinture. Et plus tard, les Navarros vont s'apercevoir eh bien, que finalement, les Blancs sont très friands de ces peintures et trouvent ça super joli. Donc, ils vont se mettre à les réaliser, mais sur des petits cadres en bois, où on va coller donc le sable sur ces petits cadres en bois, avec des petites modifications, encore une fois, parce que ce n'est pas des peintures sacrées. On va les fixer donc avec un fixateur sur le bois et on va les vendre. Et on obtient des tableaux absolument ravissants, très originaux, avec des couleurs superbes, c'est toutes des couleurs minérales ou végétales, hein, bien sûr, qui représentent par exemple ici les 4 points cardinaux, la représentation de l'oiseau tonnerre en bas à droite qui est une divinité, la représentation du coyote qui est un animal très important dans la mythologie Navarro, et les divinités qui apparaissent toujours avec des corps très longitudinales, très fins, qui racontent en fait toutes les histoires mythologiques qui leur sont arrivées. Et voilà ici une procession de ces divinités qui sont disposées de part et d'autre d'un épi de maïs. Et le maïs, bien sûr, c'est la base de l'alimentation des Indiens du Sud-Ouest, hein, comme en Mésoamérique. Et les Navarros, au fond du canyon de Che, avaient constitué de très grands ensembles de cultures de maïs. Donc les Navarros et les Indiens Pueblo ne sont pas au départ vraiment copains-copains, mais ils vont s'influencer les uns les autres et finalement, ils cohabitent plutôt assez bien. Mais quand les Espagnols arrivent, eh bien, les Espagnols vont surtout dresser les Indiens les uns contre les autres et utiliser justement les Navarros, diaboliser les Navarros auprès des Indiens Pueblo. Et les Navarros étant donc devenus des éleveurs de moutons, des agriculteurs, quelque part, ils n'ont pas tout à fait perdu leurs anciennes traditions semi-nomades et se révèlent être des guerriers féroces qui vont résister aux Espagnols et qui vont résister à la colonisation anglo-saxonne, si bien qu'ils vont donner beaucoup de fil à retordre aux Américains et qu'ils ne seront en fait vaincus que par un monsieur dont vous avez sûrement entendu parler, que je vous présente ici, qui est le général Kit Carson. Kit Carson va être mandaté par le Bureau des Affaires indiennes et le gouvernement fédéral pour aller mettre un terme
aux rébellions des Indiens Navajo qui attaquaient des postes avancés anglo-saxons, qui pillaient des réserves, qui volaient des chevaux, bref, qui étaient considérés vraiment comme des voyous. Et donc, Kit Carson, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acculer les Indiens au fond du canyon de Shay, il va bloquer les accès, il va détruire les champs de culture, ces derniers n'auront plus rien à manger, plus rien à boire. Oh. Merde. Alors là, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Bon, bah, j'espère que ça fonctionne. Il y a eu un petit bug, j'ai pas bien compris. Mélanie, si tu peux m'envoyer un petit message pour me dire que c'est bon. D'accord, ça marche. Ok. Excusez-moi, hein, j'ai eu un petit bug, tout s'est effacé. Donc, ok, donc c'est revenu. Donc, j'étais en train de vous parler de Kit Carson, qui va donc acculer les Navarros au fin fond du canyon et va les capturer, va les forcer à se rendre. Et à ce moment-là, eh bien, les Navarros seront déportés dans un camp qui se trouve au Nouveau-Mexique, qui s'appelle le camp de Fort Summer. Et ils vont retrouver là-bas d'autres ethnies, dont les Apaches. Les Apaches aussi viennent du nord du Canada et avaient migré à peu près à la même époque que les Indiens Navarros, mais sans développer une culture aussi sophistiquée que celle des Navarros. Bref, ils se retrouvent au camp de Fort Summer, qui est un camp délabré en plein désert, sans possibilité de pratique de l'agriculture. Et pendant 5 ans, eh bien, les Navarros vont vivre dans des conditions déplorables. Il ne faut pas oublier que pendant la longue marche qui va les amener à ce camp, beaucoup d'hommes et de femmes, d'enfants vont décéder parce que les Américains auront la bonne idée, bien sûr, de faire ça pendant l'hiver. Donc, ça ne va pas très, très bien se passer. Au bout de 5 ans, eh bien, c'est un monsieur du Bureau des Affaires indiennes qui va plaider leur cause auprès du gouvernement fédéral et les Navarros auront l'autorisation de revenir sur leur territoire d'origine, qu'ils considèrent comme leur territoire. On n'allait pas leur dire qu'ils viennent du Canada. Pour eux, ce territoire, c'est le leur et ils le revendiquent. Et ils vont prendre possession notamment d'un parc que vous connaissez tous, qui s'appelle Monument Valley, qui est un des parcs les plus beaux et les plus visités du sud-ouest américain, mais qui appartient maintenant aux Navarros. Et la chance que vont avoir ces Indiens, eh bien, c'est que dans le sous-sol, on va trouver de l'uranium, on va trouver du charbon, on va trouver de l'argent. Et donc, le gouvernement américain va négocier avec les Indiens pour que le gouvernement puisse exploiter le sous-sol et les Indiens vont toucher des royalties de l'exploitation de ce sous-sol. Ce qui va permettre aux Navarros d'aménager des écoles, d'aménager des hôpitaux, d'aménager en fait leur espace et de vivre dans des conditions un petit peu plus développées que ce que l'on peut avoir dans d'autres communautés indigènes. Et le parc de Monument Valley, à l'heure actuelle, donc, est un des parcs les plus visités, qui est contrôlé et organisé directement par ces Indiens. Et je vous montre ici aussi une petite photo du Grand Canyon, bien sûr, parce qu'on ne peut pas aller dans le sud-ouest américain et étudier de plus près ces anciennes cultures, sans parler du Grand Canyon, qui est the most du sud-ouest américain, qui est un canyon creusé par l'eau. Ici, vous avez le Colorado, au fond, qui est le résultat du creusement de ce canyon qui fait quand même 1600 mètres de profondeur. Et le Grand Canyon, en fait, a été habité par les Indiens Hopi. Les Navarros ne s'y sont jamais risqués. Les Hopi ne le pratiquaient que de temps en temps parce qu'au fond du Grand Canyon, on est dans un territoire extrêmement désertique, très difficile d'accès, très difficile pour la culture. Donc en réalité, les Indiens ne faisaient que passer dans ce Grand Canyon. Mais on a des restes d'habitation anasazi qui prouvent qu'il y a eu des tentatives d'implantation et d'occupation au fond du Grand Canyon. Mais les Espagnols, lorsqu'ils arrivent au bord du Grand Canyon, ils vont être tellement impressionnés qu'ils ne vont même pas oser descendre au fond du Grand Canyon. Il faudra attendre 1868 pour que le général Powell
soit le premier explorateur à descendre le cours du Colorado et à faire un relevé topographique des lieux et quelque chose de détaillé. Mais en ce qui concerne les anciens lieux d'habitation, que ce soit des Pueblos ou des Navarros, ça fourmille en fait de lieux absolument extraordinaires, comme ce canyon que moi j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Corkscrew Canyon, qu'on appelle le canyon du tire-bouchon, et qui est en fait le résultat d'une sorte d'oued, on appelle ça les wash aux États-Unis. En fait, le passage d'une rivière avec une pression très forte de l'eau qui va sculpter les parois que vous voyez ici à droite de grès. Et donc, on voit le passage de l'eau qui a marqué ces parois. Donc, c'est très étroit. Mais par contre, la lumière venant de l'extérieur, pénétrant à l'intérieur de cette faille sculptée, donne des reflets de couleurs et de formes absolument incroyable. Et c'est une petite fille Navarro qui, dans les années 60, a découvert cet endroit tout à fait par hasard, qui avait été ignoré et abandonné depuis très longtemps. Donc, c'est tout le côté absolument passionnant de ce sud-ouest américain, c'est qu'on touche au plus près aux anciennes traditions amérindiennes, à leur mode de développement, à leurs interactions, à leur mythologie, à leurs croyances. Donc, c'est une richesse incroyable, et tout ça agrémenté de paysages absolument fabuleux qui sont des paysages que vous ne trouvez nulle part ailleurs sur la planète. Donc, je vous invite à venir avec moi visiter ces territoires fabuleux du sud-ouest américain. Le prochain voyage cette année, le voyage a malheureusement été annulé faute de participants parce que les États-Unis, pour l'instant, ça n'attire pas vraiment beaucoup de monde. Mais on reproduira ce voyage l'année prochaine, du 6 au 20 juin 2023. Et en attendant, eh bien, je vous propose de m'accompagner sur d'autres destinations, notamment le Canada, qui a un voyage qui aura lieu au mois de juillet, et ensuite le Nord Pérou au mois d'août, qui est un voyage qui est confirmé, qui est garanti. Et au mois de juin, eh bien, je vous propose une petite journée d'excursion à Boulogne-sur-Mer pour aller découvrir des masques Aleut, Alaska, au musée de Boulogne-sur-Mer, ainsi que la maison dans laquelle Don José de San Martín, le grand conquérant de l'Argentine, celui qui a donné l'indépendance à l'Amérique du Sud, est décédé. Donc, c'est une petite visite d'une journée, mais dans un contexte un petit peu particulier, un contexte américain, bien sûr, parce qu'avec moi, vous savez que vous êtes toujours plongé au cœur des traditions américaines et au cœur de l'histoire américaine. Et donc, mes collègues vont vous proposer également d'autres conférences, puisque M. Richard Lebeau va vous présenter l'histoire de Saqqara. Moi-même, j'interviendrai donc début mai, le 2 mai, pour vous parler de la grande exposition qui a lieu en ce moment à la Cité de l'Architecture de Paris sur les trésors du Pérou et sur Machu Picchu, et des promenades culturelles qui auront lieu donc avec Claire Gréby au musée, à l'exposition Gaudi au musée d'Orsay, qui promet d'être un grand moment culturel, ainsi que des passages, la visite des passages, une visite très originale dans le cœur de Paris, qui vous amènera en fait entre l'Inde, l'Égypte et toutes sortes de pays exotiques à travers donc l'architecture et l'aménagement de ces passages avec ma collègue Solveig. Voilà, donc je vous remercie tous pour être venus assister à cette conférence. Je n'ai pas trop regardé si... Attendez, je vais regarder s'il y a des questions particulières. Ah oui, oui, je vous conseille la lecture des polars de Tony Hillerman, bien sûr, qui est un classique de la littérature concernant les populations amérindiennes, qui met très bien en évidence les traditions navarro confrontées aux traditions européennes. Bon, je vous ai fait voyager dans cet univers si particulier. Merci à tous. Le meilleur moment pour visiter, c'est l'été. Il ne fait pas si chaud que ça, vous savez, parce qu'on est en altitude.
on est toujours à 1500 mètres d'altitude. Donc, il peut faire chaud dans la journée, mais les matinées et les soirées sont fraîches. Donc, c'est un peu l'idée qu'on se fait du désert, c'est qu'il fait super chaud, mais en réalité, les écarts de température sont beaucoup plus importants que ce qu'on en imagine. C'est pour ça que nous le programmons au mois de juin, pour qu'on soit dans une bonne période, surtout par rapport au nombre de visiteurs et par rapport à la densité de population, de touristes qu'il peut y avoir. Voilà, je vous dis merci à tous et à bientôt pour une prochaine conférence avec Intermed. Merci, au revoir.